Europe 1 Soir. 19h, 21h. Stéphanie Demuru. Et nous sommes avec nos chroniqueurs de la deuxième heure, Mathieu Bock-Côté, essayiste et chroniqueur. Bonjour Mathieu Bock-Côté, comment ça va? Très bien, vous? Très bien. Philippe Guibert, chroniqueur politique. Bonsoir Bonsoir Philippe, j'espère que vous allez bien, vous aussi. On essaye. Et que les propos de nos deux députés, alors le premier LFiste Antoine Léaumont et le deuxième macroniste Ludovic Mendes vous ont inspiré, puisqu'on se souvient qu'on avait eu ce débat sur la dépénalisation. Il faut dire que c'est un petit peu le serpent de mer de l'actualité. On va en parler dans quelques instants. On est avec Étienne Blanc, sénateur du Rhône et de la métropole de Lyon. Bonsoir Étienne Blanc. Bonsoir. On vous a invité, Étienne Blanc, parce que vous avez rendu un rapport parlementaire au printemps dernier sur le narcotrafic. Vous militiez pour la création d'un parquet national anti-stupéfiant avec des moyens dédiés et spécifiques. Vous nous faisiez un état des lieux de ce narcotrafic en France. Qu'est-ce que vous avez pensé du rapport de vos deux comparses du Palais Bourbon? J'ai pensé deux choses. La première, c'est qu'une fois de plus, l'État baisse les bras. Il y a un problème, on baisse les bras, finalement on tolère, on accepte et on se couche. Et la deuxième chose, c'est que le narcotrafic est devenu un sujet tellement grave et tellement lourd que le traiter avec une telle légèreté, c'est ne pas comprendre les conséquences de ce narcotrafic sur le fonctionnement de l'État. Aujourd'hui, le narcotrafic, il corrompt. Aujourd'hui, le narcotrafic, il s'attaque au centre névralgique de l'État. Il s'attaque à la justice, il s'attaque à la pénitentiaire. Aujourd'hui, le narcotrafic, il est capable de faire rentrer sur le sol européen des quantités astronomiques de drogue en corrompant la douane, les dockers. Le risque, il est gigantesque. Je rappelle quelques chiffres, c'est 6,5 milliards de chiffre d'affaires, c'est 240 000 personnes qui vivent directement ou indirectement du narcotrafic, c'est 200 morts à Marseille en 2023. Et face à ça, vous avez des parlementaires qui se disent, écoutez, finalement, allez, on va le tolérer. Je trouve que ce rapport, il est à contre-temps et qu'il ne prend pas la mesure du risque pour la nation. Philippe Guibert, vous en avez pensé quoi? Alors, on rappelle quand même ces 60 mesures, en gros, pour justifier la dépénalisation, avec d'ailleurs la légalisation des petites quantités de drogue, ecstasy, cocaïne. Ça, c'est assez surprenant. On va peut-être en reparler. Vous êtes d'accord avec ce que vient de nous dire le sénateur Blanc? Je suis pas tellement sensible à l'argument moral qu'a utilisé le sénateur, parce que pour ce qui est de tolérer et de se coucher devant les narcotrafiquants, ça fait 20 ans ou 30 ans. Et donc, ne soyons pas hypocrites. On l'a beaucoup toléré et on s'est beaucoup couché en pensant acheter la paix sociale dans les quartiers, pour dire les choses un peu crûment. Je serais plus sensible à un argument, je sais pas ce qu'en pense monsieur le sénateur, qui consiste à dire le marché est devenu trop puissant pour qu'on puisse imaginer le contourner et l'abaisser par une dépénalisation, une légalisation, même partielle, réservée au cannabis. Je pense que c'est 20 ans trop tard. Il y a des États américains qui le font, à ma connaissance, sans un succès. Pas mal d'États américains qui le font sans succès notable. Donc je raisonnerais plutôt en termes d'efficacité. Aujourd'hui, le marché de la drogue est tellement puissant qu'il peut vendre moins cher que l'État s'il se décidait à légaliser le cannabis, et avec des produits beaucoup plus toxiques mais beaucoup moins chers. Et donc la légalisation du cannabis ne servirait pas à grand-chose. Étienne Blanc? C'est bien le problème. C'est que la légalisation, elle emporte deux conséquences. La première, qui sait aujourd'hui acheter de la drogue? Qui sait la transporter? Qui sait contrôler les producteurs? C'est pas l'État. Et ce sont les narcotrafiquants. Ils le font sur la cocaïne en Amérique du Sud et ils le font sur le cannabis dans le Rif, en Afrique du Nord. Donc, si vous légalisez, vous allez obliger d'acheter à qui? À des narcotrafiquants. Plus encore. Les narcotrafiquants, ils savent distribuer. Donc, vous allez leur donner une situation parfaitement légale pour qu'ils augmentent leur activité et qu'ils augmentent leur chiffre d'affaires. C'est quand même un comble. Et puis, la deuxième chose qui est la pire, mais ça vient d'être dit de manière très claire, c'est que l'État ne va pas autoriser la vente de cannabis avec un taux de toxicité, c'est ce qu'on appelle le THC, très élevé. Il va autoriser un taux faible. Donc vous allez avoir sur le marché légal un produit qui a un taux faible, qui ne va pas donner satisfaction aux consommateurs, à l'évidence, et qui sera moins cher parce que qui sera beaucoup plus cher,
que ce qui est au marché illégal, parce que là, on paye pas de taxes. Donc, tous les pays, sans exception, qui se sont livrés à ça, aujourd'hui, commencent à prendre la mesure de l'augmentation de la consommation, parce que c'est légal, et du renforcement des narcotrafiquants. Alors, le rapport cite le Portugal qui, paraît-il, a de bons résultats. Alors, au Portugal, c'est un peu différent. Au Portugal, ils ont mis en place des campagnes très très puissantes d'information. Nous l'avons écrit avec Jérôme Durin dans notre rapport. C'est quand même très bizarre ce qui nous arrive. On a été excellents pour lutter contre le tabagisme. On a fait des campagnes massives à la télévision, sur les paquets de cigarettes, etc. Le tabac est mauvais pour le poumon. On a fait des campagnes massives contre l'alcool dans la presse, et la loi E20, parce qu'on sait que c'est nuisible au foie. Quand il s'agit de produits qui s'attaquent aux cellules nerveuses avec des conséquences que les psychiatres, que les neurologues nous ont décrites comme dramatiques, troubles de l'attention, troubles du sommeil, destruction d'une partie du système nerveux, notamment chez les plus jeunes, l'État est incapable de faire des campagnes puissantes. Et c'est ça le sujet. Alors le pire, mais c'est invraisemblable. On nous a dit, mais légalisez, vous percevrez des taxes, et les taxes, elles vont servir à faire campagne pour lutter contre la consommation. Tout ça est invraisemblable. Mathieu Bock-Côté. Alors, question, on pourrait dire, lutter contre la drogue, lutter surtout contre les trafiquants, lutter contre le grand banditisme qui est lié, c'est une chose assurément. Mais j'ai l'impression qu'une question est laissée un peu dans l'angle mort, et c'est pourquoi dans nos sociétés, il y a la demande est aussi forte. Oui. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'on sous-estime à quel point, appelons ça le monde qui est le nôtre, ne se consomme plus à froid. Et que ce soit par des médicaments tout à fait légaux, ou que ce soit par la drogue, je dirais de la marijuana jusqu'au pire des drogues, eh bien, elle ne se déploie comme marché, mais comme offre, qu'à partir d'une société en déshérence. Et j'ai l'impression que si on ne prend pas au sérieux cette espèce de déshérence, qu'elle soit spirituelle, existentielle, culturelle et tout ça, eh bien, la drogue, inévitablement, va trouver son marché, quelles que soient les méthodes qu'on utilisera pour la combattre. La santé mentale, donc. Oui, bien sûr. Oui. Étienne Blanc, oui. Je suis très d'accord avec cette analyse. C'est une société qui n'a plus envie, qui a plus envie de lutter. C'est une société qui est devenue fataliste. Donc ce sont des citoyens qui acceptent, et pour se sortir de la situation dans laquelle les précipitent, les pouvoirs publics, ils cherchent des artifices. Et ce sont les médicaments légaux. On est un pays consommateur à outrance de psychotropes, avec des conséquences qui ont des conséquences très très lourdes. Et puis ce sont les stupéfiants, aller rechercher dans l'artifice une réponse à des problèmes réels. Mais la vie, c'est de répondre à des questions et à des problèmes réels, et ça depuis tous les temps. Philippe Guibert, vous vouliez réinterroger oui, monsieur le sénateur, est-ce que vous avez le sentiment que l'exécutif là a pris la mesure et commence à proposer une stratégie qui ressemble à quelque chose, ou est-ce que vous avez l'impression qu'on est encore beaucoup dans la communication? Et puis d'autre part, ce que vous disiez sur les campagnes, j'y suis d'autant plus sensible que j'ai été directeur du service d'information du gouvernement, et que je me suis battu pour faire des campagnes sur la drogue, et qu'on m'opposait l'argument suivant qui est de dire, oui, mais les drogues, elles peuvent faire du mal, mais elles ne tuent pas, à la différence de l'alcool et du tabac. C'était un des arguments qui m'ont été opposés, que je trouvais pas valable, mais ce sont les arguments qui ont été opposés. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, la drogue, elle tue. Elle pousse au suicide. Les psychiatres, son neurologue nous l'ont dit. On va au bout du désespoir, au bout de la dépendance. Il y a le néant. Voilà. Et puis la drogue, elle tue les tiers. Le nombre d'accidents de la route, mais pas que. Le nombre de crimes de sang qui sont commis sous l'effet de produits stupéfiants, et ça n'est pas du tout anodin, et ça devient de plus en plus important au regard de l'augmentation de la consommation. Alors la question, est-ce que le gouvernement a pris la mesure de tout cela? Je pense que le ministre de la Santé, Yannick Neuder, a eu quelques expressions en disant, attendez, maintenant il faut vraiment prendre le taureau par les cornes, parce qu'il voit bien dans le système hospitalier que dans un certain nombre de services, on est absolument dépassé pour la gestion de cette dépendance. Est-ce que le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice ont pris la mesure? Ils ont été au banc du gouvernement quand on a présenté notre loi, ils ont été très allants sur le développement du renseignement, sur le développement du système des repentis, sur ce qu'on appelle les infiltrés civils, c'est-à-dire des civils que l'on va faire parler, qui vont donner à la police des renseignements en protégeant la police pour qu'elle ne soit pas suspectée de favoriser l'infraction. Donc moi, j'ai trouvé un gouvernement qui était très allant. À présent,
il faut juger aux actes. C'est pas le premier dossier sur lequel il y a eu des déclarations. Alors les actes, ça sera peut-être justement l'objet de la visite de Gérald Darmanin ce matin. Vous savez qu'il visitait la maison la prison de Condé-sur-Sarthe, qui pourrait accueillir 100 narcotrafiquants. C'est un problème qui est pris par le bon sens, Mathieu Bock-Côté. Ça peut être une des pistes. Justement. Alors, vous me direz si je comprends bien la situation, mais j'ai l'impression que là, quand on décide d'avoir les quartiers spécialisés pour les plus importants narcotrafiquants, c'est que c'est devenu un problème de souveraineté. C'est-à-dire que fondamentalement, les puissances de la drogue, appelons ça ainsi, sont capables de défier l'État, sont capables de défier les services de sécurité, sont capables de défier les services de police, sont capables de battre qui ils veulent, au moment où ils le veulent. Non pas les interdits, évidemment, qu'un État qui est encadré par une déontologie minimale, et plus que minimale. Donc, j'ai l'impression, est-ce qu'on est capable de comprendre aujourd'hui que la question de la drogue a dépassé largement, par ailleurs, la question de la santé publique et qu'elle pose tout simplement la question de la souveraineté sur bien des territoires en France? Étienne Blanc, vous voulez répondre? Bien sûr, la drogue, elle fragilise la puissance publique, et elle fragilise les centres névralgiques de l'État, elle fragilise le ministère de la Justice. Ça, M. Bock-Côté n'ignore pas ce que l'on appelle les évasions judiciaires. C'est vous donnez 50 000, 100 000 euros à un greffier et vous lui demandez de ne pas effectuer une formalité. Oui. La procédure tombe, la personne est remise en liberté. C'est ce que vous aviez démontré dans votre premier rapport d'ailleurs. Bien sûr, c'est vrai aussi dans les prisons où il y a une corruption qui est une corruption endémique. C'est vrai sur les ports. Enfin, aujourd'hui, c'est 100 000 euros pour déplacer un conteneur. Donc, oui, il y a un risque. Vous savez, on a reçu des magistrats en France, des magistrats mexicains. Quand on parle du Mexique, souvent on parle de la mexicanisation, mais on parle aussi d'un narco-État. Mais les magistrats mexicains, avant de reprendre leur avis pour le Mexique, nous disent faites attention, parce que nous on a constaté chez vous un certain nombre de signes. Certes, vous n'êtes pas un narco-État, mais vous avez un certain nombre de signes qui disent attention, il est temps de tirer la sonnette d'alarme et il est temps de prendre des mesures fortes. Quand c'est le Mexique qui vous le dit, eux ils sont confrontés perpétuellement à ce souci-là, et je pense qu'il faut les écouter. Philippe Guibert, rapidement. L'idée de Gérald Darmanin de regrouper, je crois, les 700, 800 prisonniers les plus liés au narcotrafic, vous paraît-elle une bonne idée? Parce que moi, je me demande juste quels vont être les agents pénitentiaires qui vont être capables de garder cette prison dans les conditions que vous décriviez, avec la possibilité de la corruption permanente. C'est bien un sujet absolument majeur. Donc il va falloir recruter des agents de la pénitentiaire en criblant leur situation personnelle, leur situation professionnelle. Il va falloir choisir les plus solides. Il va falloir faire en sorte qu'ils ne passent pas plus de X années dans la même prison. Il va falloir mettre en place des turnovers. Il va falloir mettre en place des systèmes de surveillance extrêmement puissants. Bon, c'est tout le problème du renseignement. Voilà. Mais bien sûr, vous avez raison, il y a un risque qui est un risque majeur. Quand on regarde ce qui s'est passé dans un certain nombre de narco-États, ils ont réussi à prendre des prisons et à libérer tout le monde, moyennant financement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.